Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Et l'invité ce matin, Nathalie Loiseau, députée européenne, ancienne ministre, membre d'Horizon et auteure de La guerre qu'on ne voit pas venir aux éditions de l'Observatoire. Bonjour Nathalie Loiseau. Bonjour. Le sommet Europe-Ukraine à Kiev aujourd'hui, est-ce que c'est le début d'une adhésion à l'Europe? Est-ce qu'il y a un risque d'escalade avec la Russie? C'est ce que nous allons évoquer avec vous, en charge des questions internationales. Et puis aussi, en tant que proche d'Édouard Philippe, je vous demanderai aussi votre avis sur la réforme des retraites et sur peut-être les ambitions d'Édouard Philippe. Commençons donc par ce sommet entre l'Europe et l'Ukraine, qui se tient donc aujourd'hui à Kiev. Quel en est précisément l'objectif? Alors d'abord, c'est la première fois qu'il y a un sommet dans un pays en guerre. Ça dit beaucoup de choses sur ce que l'Europe subit en ce moment et sa volonté justement de ne pas subir et d'aider un pays agressé. Ursula von der Leyen est partie avec à peu près la moitié de la Commission européenne, des commissaires européens à Kiev. Vous avez deux images en même temps. Vous avez Volodymyr Zelensky entouré des Européens à Kiev et vous avez Vladimir Poutine tout seul à Stalingrad en train de glorifier en train de glorifier Staline, donc de regarder vers le passé, vers la violence, vers les morts par millions, alors que l'Union européenne essaye de travailler à l'après-guerre en Ukraine, la reconstruction, le chemin vers l'Union européenne, qui va pas se faire en 2 jours, qui va pas se faire en 2 ans. Mais il y a une volonté très forte des Ukrainiens d'adhérer à l'Union européenne. Ils ont été acceptés comme candidats. Il faut qu'on les accompagne sur ce chemin. Oui, mais alors est-ce que ça va pas être, si on se met du côté de Vladimir Poutine, ressenti comme une nouvelle forme, entre guillemets, de provocation? L'Ukraine est un pays souverain. C'est vrai que Vladimir Poutine a du mal à le comprendre. Vladimir Poutine voudrait, en quelque sorte, reconstituer l'Union soviétique avec des vassaux qui seraient forcés de se tourner vers Moscou. Or, depuis 2014, l'Ukraine a choisi, d'une part, la démocratie, et d'autre part, de se tourner vers nous, vers l'Europe. Nous sommes le seul espace au monde qu'on veut rejoindre. C'est le seul endroit où des pays autres nous disent: nous, ce que vous faites, on trouve ça formidable. Personne ne veut d'un retour à l'Union soviétique. On voit même que des pays comme le Kazakhstan, qui était dans l'orbite soviétique, dit maintenant: oh, doucement. On voit l'Arménie qui dit à la Russie: vous nous avez abandonnés, et nous, on regarde vers l'Europe, vers l'Occident. D'ailleurs, nous, Européens, on ferait bien de faire beaucoup plus pour l'Arménie. Aujourd'hui, Vladimir Poutine a fait de la Russie un repoussoir. Il aurait pu faire autrement. Quand l'Union soviétique s'est effondrée, quand lui-même a pris le pouvoir en 2000, toutes les portes étaient ouvertes pour un partenariat étroit avec la Russie. Tout le monde a tout essayé. Il a choisi autre chose. Mais on n'a peut-être pas bien géré, on va pas revenir dessus, mais on n'a peut-être pas bien géré aussi 2014 et la Crimée, ce qui s'est passé en fait là-bas, quoi, non? On aurait sans doute dû être beaucoup plus ferme, beaucoup plus tôt. 2008, déjà, la Géorgie, avec des troupes russes qui grignotent le territoire. À l'époque... Bon, François Hollande a fait quelques trucs, mais on a été assez mou. Qu'est-ce qu'en a pensé Vladimir Poutine? Qu'est-ce que pense un dictateur? Tant qu'on n'est pas ferme, il avance. Ouais. Bon, et en attendant, est-ce qu'il n'y a pas un risque quand même d'escalade? Parce que, alors, Emmanuel Macron a dit que chaque décision d'armement devait être bien jugée et que tout ça n'était pas escalatoire. Hier, la Russie a qualifié d'absurde ces propos d'Emmanuel Macron et que ces livraisons pourraient mener de facto à une escalade. Donc, est-ce qu'il y a un risque, Nathalie Loiseau? C'est ce que dit Vladimir Poutine depuis le premier jour. À chaque fois, il dit... on voit où on en est, quoi. Retenez-moi, je vais faire un malheur. Il ne s'en est jamais pris à aucun pays de l'OTAN. Il ne s'en est évidemment jamais pris à la France directement. Nous avons la dissuasion nucléaire. En même temps, ça fait des années qu'il s'en prend à la France, en Afrique par exemple, au Mali, en Centrafrique, au Burkina Faso. Vladimir Poutine n'est pas un ami de la France. Et il le démontre amplement. Mais je voudrais, puisque vous m'avez posé cette question, essayer de tordre le cou à une fausse information que diffuse la Russie et que diffusent ceux qui reprennent les arguments de la Russie. Ils disent: si nous envoyons plus d'armes, nous allons devenir co-belligérants. Vous l'avez beaucoup entendu, ça. Oui, non, bien sûr, bien sûr. Alors, simplement, co-belligérant, ça veut rien dire. Il n'y a aucune définition juridique. Vous êtes ou vous n'êtes pas partie à un conflit. Vous êtes parti à un conflit si vous envoyez des troupes.
vous n'êtes pas parti si vous n'envoyez pas de troupes. Bah, oui, mais si vous envoyez du matériel et qu'on montre en fait aux autres comment utiliser ce matériel, c'est un peu la même chose. C'est Pardon, pas du non tout la même chose. Parce que parfois le matériel est plus efficace que les troupes, vous le savez, Nathalie Loiseau. Regardez, évidemment qu'on envoie du matériel pour aider l'Ukraine à se défendre. C'est une situation de légitime défense d'un pays agressé. Souvenez-vous la guerre du Vietnam. Les Vietnamiens ont été très lourdement armés par les Soviétiques. D'ailleurs, ils ont gagné. On n'a jamais dit que l'Union soviétique était en guerre avec les États-Unis. Donc les Russes savent très bien qu'ils mentent quand ils brandissent ce terme de co-belligérance. C'est destiné à quoi? À essayer de faire mollir les opinions publiques européennes. Ça ne marche pas, vous avez vu les sondages. Toujours plus de 70% en moyenne en Europe, des Européens sont favorables à l'aide militaire à l'Ukraine. Pour des bonnes raisons, pas pour de l'idéalisme. Mais est-ce qu'il pour faut notre intérêt de sécurité. Est-ce qu'il faut quand même maintenir, parce que sinon on ne voit pas d'issue, enfin on a l'impression d'être dans une impasse. Est-ce qu'il faut maintenir et essayer de renforcer du dialogue quand même avec la Russie et Poutine? Vous avez vu Emmanuel Macron poursuivre un dialogue avec Vladimir Poutine. Le problème, c'est quand vous dialoguez avec quelqu'un qui ne tient aucun des engagements qu'il prend et qui vous ment matin, midi et soir. Il ne faut pas fermer les écoutilles. Par exemple, certains voudraient qu'on expulse les ambassadeurs russes en Europe. Moi, je voudrais simplement les entendre moins sur les plateaux, mais pas les expulser, parce que, par exemple, un sujet très concret, très, très pragmatique, la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijjia. Elle est occupée par les Russes. Il y a des armements russes dedans. Il y a évidemment un risque de sécurité considérable. C'est Emmanuel Macron qui a convaincu Vladimir Poutine de laisser venir l'agence de l'ONU qui surveille les sites nucléaires, l'AIEA. Il a bien fallu lui parler pour y arriver. Il a parlé à Zelensky, il a parlé à Poutine. Aujourd'hui, il y a une présence permanente d'inspecteurs internationaux dans ces centrales. Ils sont d'ailleurs très courageux. Donc oui, il faut parler. Il faut toujours essayer de parler. Mais pensez. Et il ne faut pas entendre les autres, ce qu'ils ont à dire. Vous dites, il ne faut pas les voir sur les plateaux. C'est quand même ça, donc c'est uniquement une seule voix. Alors, c'est quand même non. Nous sommes dans un pays de liberté, Nathalie Loiseau, non? Je vous pose la question. Est-ce que l'ambassadeur de France à Moscou est reçu à la télé russe pour dire ce qu'on pense de la guerre d'Ukraine? Mais c'est ce que nous voudrions, probablement. C'est ce que nous voudrions. Bon, donc est-ce qu'on doit faire la même chose, quoi, de l'autre côté? La lecture d'excellents rapports qui sont faits par Reporters sans frontières qui disent avec ces pays-là, il y a une clause miroir. On leur donne ce qu'ils nous donnent. On ne va pas les laisser abuser de notre liberté. La liberté, c'est pour les gens qui la respectent. Les Russes ne respectent pas la liberté. Que se passe-t-il, Nathalie Loiseau, en Ukraine en matière de corruption? Il y a de vastes enquêtes qui ont été lancées, des personnalités limogées, des fonds détournés. Est-ce qu'on peut avoir confiance en l'Ukraine? Il y a une campagne de lutte contre la corruption sans précédent et sans équivalent, y compris dans certains pays de l'Union européenne où on sait que la corruption existe. C'est quand même particulièrement courageux de la part des autorités ukrainiennes, en pleine guerre. Au lieu de mettre la poussière sous le tapis et de dire on verra quand on aura le temps, vous avez Volodymyr Zelensky parce qu'il y avait aussi des fonds détournés, donc ça apparaissait. Bien sûr, c'est inacceptable et c'est une forme de traîtrise à la nation. Et je peux vous dire, parce que j'y suis allé à plusieurs reprises, que je parle avec l'entourage de Volodymyr Zelensky, que ce qu'ils font est très déterminé, très courageux, il faut les encourager, il faut les accompagner. Ça fait partie des conditions mises par l'Union européenne pour démarrer la négociation d'adhésion. L'Ukraine mérite justement sa place dans l'Union européenne, c'est ce que vous dites, Nathalie Loiseau, ce matin? Écoutez, ils sont européens par le sang versé, si ce n'est pour autre chose. C'est pour eux qui se battent, mais c'est aussi pour nous, pour que demain, nous puissions rester un îlot de stabilité dans un monde très instable. Venons-en maintenant en France, après avoir abordé ces questions sur la réforme des retraites. Édouard Philippe était à la télévision hier, comme Elisabeth Borne. Est-ce que vous craignez un blocage du pays? Il faut maintenir coûte que coûte cette réforme ou pas? Je crois qu'on n'a pas le choix. Je crois que si nous voulons... Certains disent qu'on a le choix, mais bon... Ceux qui veulent ne rien faire trouvent toujours des prétextes pour ne rien faire. Est-ce que c'est une réforme populaire? Non. Est-ce que nous pouvons continuer à être le seul pays en Europe où on travaille moins longtemps que les autres dans la semaine, moins de jours que les autres dans l'année, et moins longtemps que les autres dans toute une vie?
La réponse est non. Est-ce qu'on en a les moyens? C'est ce que vous dites, mais il y a justement l'expérimentation de la semaine à 4 jours qui est lancée dans beaucoup de pays européens et même en France. Et certains dans la majorité ne sont pas contre. C'est vrai, mais regardez l'âge moyen de départ en retraite chez nos voisins, où les métiers ne sont pas moins pénibles qu'en France. Et puis cette notion de pénibilité, elle est essentielle à traiter pour des métiers qui sont difficiles, qui sont usants. Mais il faut peut-être que les oppositions arrêtent de considérer le travail comme une torture. Moi, je parle à des gens, à des Français qui sont fiers de leur travail, qui aiment leur travail. J'en connais énormément. Nos auditeurs travaillent et sont fiers de ce qu'ils font, ont travaillé, sont à la retraite et sont fiers de ce qu'ils ont fait. Qu'est-ce que c'est que ce délire d'une gauche? Moi, j'avais compris que la gauche se présentait pendant des décennies comme les partis des travailleurs. Aujourd'hui, c'est le parti de la paresse. C'est insultant pour les Français. Le parti de la paresse. Vous écoutez Sandrine Rousseau qui dit... L'ensemble de la gauche. Vous écoutez Sandrine Rousseau qui dit le droit à la paresse. Hier, je suis tombée sur Aymeric Caron parce que j'attendais l'interview d'Édouard Philippe sur BFM et je l'entends dire le but, c'est de travailler le moins possible. Je regrette, mais on n'a jamais eu autant de temps libre qu'on en a en France depuis plusieurs décennies. Nathalie Loiseau, vous avez évoqué Édouard Philippe, vous êtes proche d'Édouard Philippe. Est-ce qu'il est en train de se préparer pour 2027 ? Il est en train de réfléchir, il l'a dit, à ce que doit faire la France en 2027, en 2030, en 2040, en 2050. Moi, c'est pour ça que j'ai rejoint Horizon. C'est que c'est un parti, et c'est un homme politique, Édouard Philippe, qui essaye de voir vers où on a envie d'aller et comment on y va. Il y réfléchit, il n'est pas seul, il y a beaucoup qui y réfléchissent. Et je dirais, tant mieux. Et comme il l'a dit hier, il y en a une qui ne fait pas mystère, qu'elle veut revenir dans l'élection présidentielle en 2027, et ses chances de l'emporter sont pas négligeables, c'est Marine Le Pen. Moi, j'ai pas envie de Marine Le Pen au pouvoir, vous le savez, je le dis depuis toujours, c'est même ce qui m'a fait entrer en politique. Je suis donc intéressé par ceux qui, avec une vraie démarche d'écoute des Français, de réflexion, de vision, se disent qu'est-ce qu'on fait ? Dernière question, Nathalie Loiseau, vous êtes députée européenne. Hier, l'Assemblée plénière du Parlement européen a voté la levée de l'immunité de 2 députés socialistes à propos d'un dossier Maroc-Qatar et Qatargate. Que se passe-t-il au niveau du Parlement européen ? Il y a des influences étrangères de plus en plus fortes ? Alors d'abord, il y a une bande de corrompus. C'est la justice belge qui ira au bout de ces investigations, mais c'est inacceptable et ça nous met tous en colère. Mais oui, le Parlement européen, les institutions européennes sont soumises, comme le sont nos pays, à des ingérences étrangères. Une influence, essayer d'expliquer ce qu'on est, ce qu'on pense, c'est le droit de tout pays étranger. Une ingérence, c'est passer clandestinement pour influencer nos décisions. Les premiers ingérents, c'est les Russes. Mais vous avez la Chine, vous avez la Turquie, vous avez à l'évidence le Qatar, et derrière le Qatar, ce sont les associations islamistes, ce sont les frères musulmans qui voudraient transformer la manière dont l'islam est pratiqué en Europe. C'est inacceptable et je suis fermement engagé à faire toute la lumière là-dessus et que l'Union européenne puisse réfléchir et agir sans être influencée. Merci Nathalie Loiseau, députée européenne et ancienne ministre qui était l'invitée ce matin de Sud Radio.